Réinventer des lieux de vie qui mixent les activités, en finir avec le gaspillage des mètres carrés, conjuguer immobilier et solidarité, il existe des solutions. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Eleonore Slama, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Maire adjointe dans le 12e arrondissement de Paris, chargée du logement, de la lutte contre les inégalités et l'exclusion. Et vous publiez aux éditions Apogée le livre « En finir avec le gâchis des mètres carrés ». Et vous proposez, on le verra, des solutions innovantes. Marion Appert, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice générale adjointe de Paris Senco, agence d'innovation territoriale de Paris et la métropole. Et vous organisez un événement le 23 septembre au pavillon de l'Arsenal. Et vous avez de nombreux projets qui mêlent à la fois, on va dire, l'immobilier et la solidarité. Alors peut-être une question d'introduction à toutes les deux avant d'aborder le sens de vos démarches et vos propositions pour faire bouger les lignes. En introduction peut-être, pourquoi est-ce qu'il est important de repenser l'immobilier en ville? Eleonore. La transition écologique et sociale, la baisse du pouvoir d'achat des Français, le contexte économique nous impose aujourd'hui de renouveler notre façon d'imaginer et de créer les villes. Parallèlement, les attentes des Français évoluent également. Ils veulent toujours plus d'aménités, de services. Ils veulent une ville de la proximité dans laquelle ils puissent évoluer dans des quartiers apaisés, sécurisés, humains, créatifs, solidaires. Nous devons pouvoir répondre à ces attentes. Oui, et l'immobilier, c'est pas que des prix et des mètres carrés, c'est aussi des nouveaux services, des usages, des espaces partagés, en fait. Et puis l'immobilier décarboné, c'est en fait tout ça. Exactement. Et ce sont d'abord et avant tout des humains qui y vivent. Bien sûr. Marion. Oui, repenser l'immobilier en ville. Alors, très beau défi, mais je pense qu'il est temps de l'adresser. Effectivement, l'immobilier, c'est un ensemble d'usages, c'est un ensemble de services qu'on propose à des personnes qui vivent, qui travaillent. C'est un ensemble aussi de méthodes, notamment de construction, et il est urgent qu'on apprenne à faire mieux avec moins de ressources notamment. Il y a moins de foncier, il y a moins d'énergie, il y a moins de matériaux, donc ça demande de l'ingéniosité. Et la bonne nouvelle, c'est que pour adresser ce défi, il y a plein de belles solutions qui sont en train d'émerger, donc on va pouvoir en parler. Je trouve que c'est un excellent moment pour repenser cet immobilier. Ben voilà, en tout cas, c'est une belle introduction, faire mieux avec moins, réinventer aussi, inventer des lieux de vie. Alors, Eleonore Slama, tout d'abord, donc il y a ce livre, En finir avec le gâchis des mètres carrés, mais il y a une démarche, évidemment, derrière tout ça. Quel a été le sens de votre démarche ? Alors, il faut bien comprendre aujourd'hui que nous vivons au cœur d'un immense gâchis dont personne ne parle ou presque, mais qui est pourtant bien réel. Le gaspillage immobilier, le gaspillage de nos mètres carrés. Alors il se caractérise par exemple par la vacance, 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides rien qu'en Île-de-France, 3 millions de logements vacants sur l'ensemble du territoire national, 170 000 hectares disponibles de friches aujourd'hui. Et puis, et c'est vraiment sur ce point que j'insiste dans mon ouvrage, il y a la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau, une école, un équipement public, il est utilisé à peine, mais vraiment à peine 30% du temps sur l'année. C'est-à-dire que 70% du temps, dans des lieux que chacun de nous fréquentons au quotidien et vraiment partout sur le territoire, il ne se passe strictement rien et personne ne les utilise. Pourtant, aujourd'hui, la crise climatique nous prouve qu'il est devenu urgent d'agir. En témoigne par exemple l'artificialisation des sols. On est toujours à près de chaque année 20 à 30 000 hectares qui sont de sols agricoles, naturels ou forestiers qui changent d'usage. L'extension des villes continue et en même temps, on sous-utilise nos mètres carrés. Et parallèlement, on a une crise du logement avec 4,2 millions de personnes mal logées ou non logées, 330 000 sans-abri, près de 2 000 enfants en cette rentrée qui dorment à la rue. C'est vraiment tous ces paradoxes-là que l'intensification des usages de nos bâtiments et de nos espaces en luttant contre le gaspillage immobilier peut nous permettre de contribuer à répondre. Et si sur ces sujets, rien n'est à inventer, c'est un thème un peu vieux comme le monde, eh bien, tout reste à faire et c'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui avec un groupement d'acteurs publics et privés. Donc, c'est aussi la prise de conscience qu'il y a des bâtiments qui sont ouverts de 9h du matin à 18h, qui pourraient être utilisés le soir par des associations, les week-ends, pendant les congés. Et en fait, tout ça, surtout qu'on retrouve évidemment dans votre livre, vous expliquez. Et puis, ça existe aussi déjà. Il y a notamment le bureau des cœurs.
Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre les bénéfices écologiques, économiques et sociaux d'une meilleure utilisation de nos espaces. Les bénéfices écologiques, ils sont déjà assez évidents. Si on utilise mieux, on a moins besoin de construire dans l'un des secteurs qui est l'un des plus polluants de la planète, le secteur de la ville. Et malgré les efforts, justement, de la fabrique du monde, de la fabrique urbaine pour décarboner le secteur, que ce soit avec la géothermie, les matériaux biosourcés, géosourcés, la low-tech, etc., il faut bien comprendre que même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours un mètre carré de trop s'il n'est pas ou peu utilisé. Donc il faut continuer à construire, mais penser des mètres carrés intensément utiles. Il y a aussi des bénéfices économiques assez évidents, alors que l'immobilier représente un coût énorme pour les entreprises aujourd'hui, comme pour les Français qui cherchent à se loger. Eh bien, grâce à l'intensification des usages, vous allez potentiellement pouvoir générer de nouvelles sources de revenus, pouvoir également faire un meilleur partage des charges, comme le gardiennage ou le nettoyage, et puis recaractériser votre activité, revaloriser la valeur patrimoniale de votre bien, et ça peut du coup plaire aussi à vos investisseurs. Et puis il y a les bénéfices sociaux qui me paraissent extrêmement importants dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'intensifier les usages, c'est aussi potentiellement augmenter l'offre de services qui est offerte aux habitants ou aux riverains d'un site, qui peuvent du coup bénéficier d'usages auxquels ils n'auraient pas eu le droit sinon. C'est aussi une amélioration de la qualité urbaine parce que ce sont des publics différents qui sont amenés à se croiser ou à se côtoyer davantage. Cela renforce les liens, cela renforce la mixité, cela peut nous permettre de vivre un petit peu mieux ensemble. Donc, vraiment, mon message, il est celui-là. Nous avons besoin de changer de regard sur les mètres carrés qui nous entourent, de lutter contre le gaspillage immobilier et d'intensifier les usages. Et vous l'avez dit, il y a de nombreux exemples qui existent depuis la nuit des temps. Alors, c'est par exemple la place du village qui se transforme au gré de l'année, de la semaine ou de la journée en place de parking, en espace pour accueillir le marché hebdomadaire, en place pour les vœux du maire ou autres activités culturelles. Mais ça peut être, on a des exemples aussi, par exemple sur l'immobilier de bureau aujourd'hui avec Metal 57, le siège de BNP Paribas Real Estate, qui aujourd'hui accueille en son sein une rue bardée de tout un tas de commerces et de services que chacun peut utiliser alors même qu'il ne travaille pas dans ce lieu. Vous avez Station 45, le siège de Novaxia, qui se transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end. Mais c'est aussi le cas, par exemple, à Paris, des cours d'école ouvertes le week-end. 42 écoles depuis 3 ans maintenant qui ouvrent leurs écoles aux petits Parisiens qui veulent gambader, se sociabiliser avec d'autres enfants. Des crèches également qui sont ouvertes le week-end pour que ces mètres carrés puissent bénéficier à chacun. Donc ça existe. Il y a des initiatives, on le voit, peut-être pas assez, mais on l'évoquera notamment sur les freins, mais aussi les leviers. Et Léonard voulait aller plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est le constat, en tout cas. Et vous avez imaginé, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, un Intensi-score, en fait, qui permet de déterminer à plusieurs échelles l'utilisation de bâtiments. Alors, l'Intensi-score. Alors, vous avez raison. Il ne suffit pas de dire il y a qu'à, Faucon. Il faut donner à chacun les moyens d'avancer, les clés pour changer sur ces sujets. Et c'est précisément ce qu'on a tenté de faire avec un groupement d'acteurs publics et privés. D'ailleurs, je les remercie parce que ce sont vraiment des pionniers en la matière. Je pense à JLL, Novaxia, SFL, Bouygues et sa filiale Link City, la ville de Paris, bien sûr, mais aussi la direction de l'immobilier de l'État, SNCF Immobilier, avec qui... et Paris-Senco est vraiment, qui nous accompagne dans cette démarche, nous avons souhaité développer des outils pour pouvoir justement outiller la filière sur ces questions-là. Et nous sortirons dans les tout prochains jours 2 contributions majeures. La première, c'est l'Intensi-score, la première échelle de mesure de l'usage de nos bâtiments et de nos espaces, le premier indicateur, universel, gratuit. Exactement, qui sera une plateforme en ligne où vous pourrez répondre en quelques questions et avoir une idée objectivée de l'utilisation d'un espace, mais pas seulement. Vous allez pouvoir avoir aussi des solutions clés en main pour pouvoir intensifier vos espaces et donc bénéficier de tous les bénéfices dont je parlais il y a quelques instants. Gratuitement. Gratuitement, bien sûr. Ça, c'est la première échelle. Ensuite, ça peut aller plus loin, bien sûr. Bien sûr. Alors, et vous allez, en plus de cet Intensi-score, pouvoir bénéficier d'un guide que nous avons élaboré donc, avec l'ensemble des membres du groupement, mais aussi notre comité d'experts. Et là aussi, je souhaite les remercier, en particulier Sylvain Grisot, l'urbaniste, ou encore Michel René du cabinet de notaire Chevreux ou Dominique Alba, avec qui et plein d'autres personnes, nous avons réalisé un guide pour concrètement lever les freins et les obstacles à une meilleure intensification des usages. Les freins juridiques, assurantiels, réglementaires, les freins de gestion, ils existent, c'est vrai, mais ils sont tout à fait levables si tant est qu'on ait la volonté d'avancer sur ces sujets.
Très bien, merci. On continuera d'évoquer tout cela. Marion Appert, Paris & Co, tout d'abord, qu'est-ce que c'est et le sens de la démarche? Oui, alors Paris & Co, c'est l'agence d'innovation de Paris et de la métropole. On existe depuis près de 30 ans et notre raison d'être, c'est de développer des solutions qui soient durables au service des transitions, qu'elles soient économiques, écologiques ou sociales. Et on agit à l'échelle locale, du quartier, de la ville, notamment à l'échelle francilienne, mais aussi à l'échelle nationale avec les grandes entreprises, voire même à l'échelle internationale. Alors, vous allez proposer un événement le 23 septembre prochain. Il sera beaucoup question de, Éléonore l'évoquait, le mot low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, la low-tech, pour commencer, c'est une philosophie, un mouvement qui préexistait et qui pose des questions qui relèvent du bon sens, à savoir comment on construit, on développe des activités en n'utilisant pas trop de ressources et, si on va un peu plus loin, comment on fait mieux avec moins de ressources. C'est aussi une philosophie qui pose la question de nos besoins. Quels sont les besoins essentiels et quels sont les besoins qui sont superflus? Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à plutôt se concentrer sur les besoins qui sont essentiels? C'est enfin un mouvement qui prône la convivialité et interroge l'utilisation à outrance de la technologie. On parle de discernement technologique, c'est-à-dire de se dire à quel moment on a besoin d'utiliser une juste technologie et à quel moment on n'en a pas besoin. Si je prends un exemple, il y a eu une période de la Smart City où on a mis énormément de capteurs dans des bâtiments, par exemple pour l'éclairage. On s'est rendu compte que parfois c'était difficile à entretenir, difficile à utiliser, ça avait un coût. Donc voilà, c'est se poser les bonnes questions en faveur de la convivialité et c'est ce qu'on va mettre à l'honneur le 23 septembre dans un magnifique lieu qui est le pavillon de l'Arsenal de 16h30 à 20h30. L'idée c'est de rendre ça joyeux et concret, donc il y aura des prises de parole qu'on espère inspirantes et une vingtaine de porteurs de solutions qui montreront ce que c'est concrètement la low-tech appliquée à la ville. Peut-être un exemple. On va voir justement des exemples. Oui. Alors le 23 septembre par exemple, vous pourrez voir Roofscapes qui propose de végétaliser les toits, quels que soient les toits, pour apporter de la nature, des services, mais aussi diminuer la température à l'échelle du bâtiment. Il y aura également une structure qui s'appelle iPie et qui propose une boîte à outils pour rénover ou construire avec de la paille. Des exemples, il y en a encore plein d'autres. Je pense par exemple à des lieux qui nous parlent tout particulièrement. Il y a Envie le Labo, qui est un lieu dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un écolieu, donc il a été construit avec des matériaux qui sont recyclés. Il est magnifique, ce qui prouve en fait que voilà, les matériaux qui sont réutilisés peuvent être de très grande qualité. Et sa programmation est très intéressante puisqu'il vous propose de venir avec votre électroménager qui est abîmé pour le recycler, le réparer ou en acheter du neuf à des prix qui défient toute concurrence. Autre exemple aussi, bâtiment modulable. En fait, ça, c'est via la SNCF, je crois, notamment. Ouais. C'est une très belle initiative qui a été portée par SNCF Immobilier avec la Banque des Territoires et qui vise à développer des modules qui sont malins puisqu'ils sont assemblables en fonction de la superficie dont on a besoin. On peut en mettre 1, 2, 3 les uns à côté des autres ou les uns sur les autres. Et ça vient temporairement répondre à un besoin. Par exemple, j'ai besoin d'une salle de classe en plus. J'ai besoin d'héberger des personnes en situation d'urgence. Voilà, ça s'adapte et quand on a notre usage est terminé, ces modules, ils vont aller sur un autre site, donc ça évite de construire à chaque fois et ça économise les ressources. Et ça se développe parce qu'on se dit c'est une évidence, ça pourrait servir à tellement de gens, on devrait en avoir plus, non ? Où est-ce que ça en est ? C'est en train de se développer, typiquement toit temporaire urbain, il y a une phase de prototypage, il y a une phase aussi de structuration des usines, etc. Et là c'est en plein essor, donc il y a de plus en plus de marchés et de réflexes aussi, parce qu'il s'agit de développer à la fois l'offre et puis la demande, et c'est des réflexes qui sont en train d'essaimer. Et puis un mot du guide qui sort, donc où là on concilie à la fois l'immobilier solidaire, tout ce qui est solidarité. Vous vous en dites un mot ? Oui, alors deux guides, il y en a un, c'est le guide qu'on sort et qui sera dévoilé le 23 septembre vers des villes low-tech. Ce guide, on en est très fiers, c'est le fruit d'un travail de près de 3 ans avec des acteurs qui ont été pionniers, qui sont venus nous voir en nous disant on sait qu'il y a un mouvement low-tech, ça nous intrigue, nous on a un enjeu, c'est de construire des villes plus sobres. Est-ce qu'on peut regarder ce que ça propose et comment on pourrait l'appliquer sur des projets urbains? Donc ce groupement, composé de différents acteurs comme BNP Paribas Real Estate, le groupe Eiffage, SNCF Immobilier, Groupama Immobilier, GRDF, avec l'appui de l'AREP et de l'ADEME, s'est mobilisé avec nous. On a exploré cette notion pendant près de 3 ans. On a outillé ceux qui s'intéressaient à cette notion, donc avec des boîtes à outils, un guide qui va sortir et qui propose vraiment de décliner cette philosophie low-tech sur des projets urbains. Et puis
puis pendant 3 ans aussi, on a essayé de structurer une filière, parce qu'en fait, on a besoin de filière pour que ça fonctionne. Et donc, à l'aide de manifestes, à l'aide d'un club low-tech qui permettait d'aller sur le terrain et de voir des réalisations concrètes, on a structuré petit à petit un ensemble de partenaires engagés. Donc le mouvement est en cours et on peut s'en réjouir. Très bien. Alors on le voit là aussi, ce sont des nouvelles pistes. Derrière, il y a les modes constructifs et puis il y a les nouvelles façons de vivre et d'habiter. Aussi se développe beaucoup l'habitat participatif, le co-living, les résidences intergénérationnelles. Ça vous parle, Éléonore? Tout à fait. Je pense qu'il y a 4 notions qui sont au cœur de cette ville de demain. C'est l'hybridation, la mutualisation, la chronotopie et bien évidemment la réversibilité. Et c'est tous ces enjeux-là qui sont très importants et que nous devons continuer à développer. On a besoin de plus en plus aussi de données, de diagnostics. Est-ce que, quelque part, l'intelligence artificielle va vous aider aussi dans la démarche, notamment sur l'intensité d'usage? Comment vous appréhendez ça? Alors, ce qui est certain, c'est que sur la question de l'intensité d'usage, on manque aujourd'hui de chiffres. Il y a absolument une métrologie quasi inexistante et c'était aussi l'objet de l'Intensiscore, c'est de pouvoir caractériser concrètement les choses. Comme un DPE, mais version pour le bâtiment. Exactement. On a besoin de révéler au monde ce gâchis de mètres carrés. Et pour cela, il faut pouvoir le mesurer. Donc c'est très important. Et oui, bien évidemment, l'intelligence artificielle a des bénéfices, dont celui-là, par exemple, de pouvoir nous y aider, de le faire de manière plus systématique. Toutes les deux, on se dit que c'est une évidence. D'abord, vous apportez beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'innovation. Pourquoi ça ne fonctionne pas plus? Est-ce qu'on est simplement au début d'une prise de conscience et on est aux prémices de quelque chose, d'un bouleversement, de changement de nouveaux métiers aussi, de nouveaux modèles, d'en finir avec des anciens modèles justement? Ou est-ce qu'il y a encore des freins, qu'ils soient économiques, politiques, juridiques? Marion? Alors la révolution, elle est en marche. Moi, j'en suis convaincue et je pense qu'Éléonore aussi. Des freins, évidemment, il en existe. Les premiers freins qu'on a pu constater, par exemple, sur la low-tech, c'était des freins plutôt d'ordre de type mentalité. Groupama Immobilier nous disait, par exemple, nous, on a des super bureaux, mais quand on explique qu'on ne va pas mettre la clim et proposer d'autres types de solutions, on voit des clients qui sont un peu frileux, donc il faut les rassurer. Quand on explique qu'on va construire avec des matériaux qui sont réutilisés, pareil, il faut montrer à quel point ça peut être qualitatif. Donc il y a des freins comme ça. Je pense également, on a travaillé beaucoup sur l'immobilier solidaire et comment on crée des villes avec des acteurs qui relèvent plutôt de l'économie sociale et solidaire. Là, on a vu que le frein, c'était une image un peu datée de l'économie sociale et solidaire qui considère que ces acteurs ne sont pas robustes, ne peuvent pas financer leurs projets. Donc il y a tout un enjeu d'acculturation. Et puis après, il y a un enjeu d'outils. Les gens qui travaillent dans le secteur, en fait, leur quotidien, ils ont besoin d'outils. Donc il faut construire ces outils, leur dire, vous voulez développer un projet urbain qui soit plus sobre, qui soit plus intense, voilà comment on va faire. Et après, il y a des freins juridiques, mais tout ça se lève, bien sûr. Éléonore, avant de voir les leviers, justement, pour vous accompagner, pour embarquer, en fait, le mouvement, les freins. Oui, je souscris totalement à ce que vient de dire Marion. Les freins, il y en a, on va pas se mentir, mais ils sont tout à fait levables, encore une fois, si on a envie d'agir. Le frein le plus important, pour moi également, c'est le frein culturel. Il faut faire changer les mentalités, et c'est pour ça que la preuve de l'exemple, c'est peut-être très important, et c'est pour ça aussi que dans le groupement d'acteurs publics-privés que nous avons monté sur la question de l'intensification des usages, nous avons mis en œuvre 17 projets pilotes un peu partout en France sur différents types d'actifs. Ça va de l'école à l'immeuble de bâtiments de bureaux, en passant par le centre commercial en banlieue parisienne ou un équipement culturel comme la scène musicale. C'est vraiment important de montrer que c'est possible et que ce n'est pas si compliqué. Alors nécessairement un petit peu plus complexe que le mono-usage aux horaires étriqués, mais que c'est totalement faisable. Et puis, il nous faut inventer de nouveaux modèles économiques. L'argent, pour beaucoup, reste le nerf de la guerre, mais là encore, des initiatives émergent. Par exemple, un certain groupe d'acteurs est en train de travailler sur la question de nouveaux baux vertueux, qui serait une nouvelle collaboration entre bailleurs et locataires pour avoir des bénéfices carbone, justement sur l'intensification des usages, l'énergie ou le réemploi, par exemple. Donc il faut donner de la force à ces projets. Et moi, je crois vraiment, et c'est ça les leviers, au fait qu'il faut pouvoir briser les silos entre les acteurs publics,
privé et la société civile, parce que chacun dans son couloir, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est en travaillant ensemble, main dans la main, dans un objectif toujours d'intérêt général, puisque c'est vraiment ça qui doit nous animer, que nous pourrons aller plus vite et plus fort ensemble, même si pour moi la puissance publique doit être motrice, déjà parce qu'elle doit montrer l'exemple et puis parce qu'elle a peut-être un petit peu plus de moyens d'action. Pour rebondir justement sur les leviers, qu'est-ce qui pourrait donner envie et embarquer plus de monde ? Moi, je crois beaucoup dans la force du collectif. C'est pour ça qu'on a travaillé de façon collective avec Éléonore sur l'intensité d'usage, sur ces villes low-tech, sur l'immobilier solidaire. Et vraiment, on se rend compte qu'agir à plusieurs, avec des regards qui sont croisés, avec l'ensemble des acteurs de la fabrique de la ville, ça permet vraiment d'enclencher des dynamiques. La force de l'usage, je souscris complètement. Il faut des démonstrateurs, il faut des lieux qui vivent, qui donnent envie, qui montrent que c'est désirable. Et puis ensuite, il faut communiquer, mesurer, évaluer ces réussites, avoir des données aussi tangibles pour en faire des exemples concrets. Et puis il y a aussi des termes peut-être que les gens ne connaissent pas forcément, l'urbanisme transitoire typiquement. Expliquez, l'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est quelque chose qui a explosé depuis quelques années et encore plus depuis le Covid et le confinement. À Paris, par exemple, c'est quelque chose qu'on met en place de manière pratiquement systématique. Dès qu'un lieu est vide pendant quelques temps parce qu'on a des délais légaux à respecter, par exemple, dépôt de permis de construire, etc., on propose un autre usage temporaire, le temps que les travaux, par exemple, puissent commencer. Ça permet de laisser aucun mètre carré disponible et en faire bénéficier des acteurs qui, par ailleurs, pour d'autres raisons, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer les mêmes prix que des acteurs privés. Je pense en particulier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'est une façon de les encourager dans leur démarche. Sur l'urbanisme transitoire ? Ça a été un magnifique levier justement pour permettre à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire d'arriver dans nos villes et de capter ces opportunités. C'est un mouvement qui continue, qui a permis du coup d'inscrire ces acteurs, ces épiceries solidaires, ces ateliers de réparation, ces supermarchés coopératifs, de rentrer dans la ville. On parle d'urbanisme transitoire, on parle aussi d'urbanisme de transition, et donc c'est l'ensemble de ces initiatives qui y contribuent. Vos développements, vos projets respectifs, un mot des sites pilotes, lesquels justement sur Intensiscore par exemple. Alors, comme je disais tout à l'heure, vraiment une diversité d'actifs différents, une diversité aussi de territoires, parce que je pense qu'il est très important de comprendre que l'intensification des usages, si c'est quelque chose de naturel dans la ville dense, dans les métropoles par exemple comme Paris, elle est tout aussi utile dans des territoires plus petits, plus ruraux, dans les villes moyennes, parce qu'elles peuvent permettre de répondre à des besoins dans un environnement peut-être un peu moins pourvu. Et donc, c'est essentiel. C'est pour ça que les projets pilotes ont voulu une diversité de territoires pour montrer, là encore, que c'est possible partout et que c'est souhaitable partout. Et s'agissant de mes projets, de mes développements, eh bien, c'est d'aller encore toujours plus loin sur cette question-là, évangéliser, sensibiliser, convaincre, outiller la filière, outiller les acteurs, qu'ils soient publics, privés ou de la société civile, les accompagner et puis peut-être, en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, faire de ce sujet une question clé et centrale des prochaines élections municipales. Marion, justement, sur le développement aussi vos projets, je crois que vous êtes sensible aussi à tout ce qui est immobilier, le bien-être, la notion de bien-être qui va se développer. Évidemment, on va essayer de diffuser le plus largement possible ces manuels pour que les acteurs s'en emparent. Il y a d'autres sujets aussi qui nous intéressent très fortement, notamment cette notion de patrimoine du bien-être, comment on place la notion de soins, de santé mentale au cœur de nos réflexions, et donc on conçoit des immeubles différemment. Et puis on continue, ça c'est une activité qu'on a toujours eue, de tester ces nouvelles approches. On a 10 quartiers d'innovation métropolitaine et donc c'est de magnifiques terrains de jeu pour réfléchir à ces nouvelles approches, les éprouver et les mettre à l'épreuve du terrain et voir ce qui se passe, évaluer tout ça et partager ces résultats. Très bien. En conclusion, comment imaginez-vous la ville de demain, toutes les deux, Éléonore ? Alors déjà, il faut savoir que la ville de demain, 80% de la ville de demain est déjà là. Donc pour moi, il faut faire de l'existant, du déjà là, la matière première de la ville de demain et donc intensifier les usages, vraiment creuser cette piste-là. Pour moi, la ville de demain, c'est une ville où on est à l'écoute des besoins pour coller vraiment au mieux à la réalité des territoires, pour prendre en compte vraiment les besoins des habitants. C'est une ville hautement relationnelle, inclusive, mixte, hybride,
malléable en fonction des événements et du coup résiliente. Il va falloir vraiment creuser cette piste pour aller vers plus de résilience. Marion, la ville de demain. La ville de demain, c'est la ville que vous voyez sur cette illustration. C'est une ville qui est maligne, qui détecte toutes les opportunités et qui les active, que ce soit les espaces qui sont sous-utilisés, que ce soit les lieux de partage, que ce soit des dynamiques à mettre en place. C'est un lieu où en fait les gens se connaissent, partagent par exemple leur perceuse à l'échelle d'un hall de bureau d'immeuble parce que personne ne l'utilise plus que 5 minutes dans une année. C'est une ville profondément humaine, sobre, connectée et maligne. Très bien. Eh bien, merci à toutes les deux, en tout cas pour vos actions, vos éclairages. Éléonore Slama, pour aller plus loin, c'est en finir avec le gâchis des mètres carrés, édition Apogée. Voilà, plaidoyer pour l'intensité d'usage. Plaidoyer pour l'intensité d'usage. Marion Appert, rendez-vous sur le Low-Tech, la ville Low-Tech, le 23 septembre prochain, pavillon de l'Arsenal. Merci beaucoup Marion Appert. Merci beaucoup Olivier Marin. Merci Éléonore Slama. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.